J'appelle maintenant M. Didier Philippi, qui va nous éclairer sur la présence militaire en Indochine à la veille du 9 mars 1945. Mon colonel, si vous voulez bien venir. Voilà, donc je vais vous exposer la présence militaire française en Indochine à la veille du 9 mars 1945. J'ai appelé ça les vêpres siciliennes de l'Indochine. Et pour commencer cet exposé, cette photo qui a été prise en janvier 1939, donc à la veille de la Seconde Guerre mondiale, et qui présente des cadres, officiers, sous-officiers et des militaires du rang du 9e régiment d'infanterie coloniale et du 5e régiment étranger d'infanterie qui se sont livrés à des travaux de route au nord de la région de Tong, dont on verra la situation tout à l'heure. Voilà, pour les puristes, vous remarquerez, c'est assez intéressant, la variété des tenues. Alors vous avez des cols ouverts, vous avez des cols fermés. Je signale qu'à l'époque, il n'y a pas de magasin d'habillement. Les officiers et les sous-officiers supérieurs se font faire leur tenue par des tailleurs, donc d'où une grande variété. Puis il y a une certaine liberté entre les tenues modèle 38, modèle 35. Bon, c'est pour les puristes. J'ajouterai, ce qui est intéressant, c'est que le chef du détachement qui se trouve au milieu, à cette époque, n'est autre que le chef de bataillon Edgar Puot du 5e régiment étranger d'infanterie, qui, dans quelques années, deviendra le premier commandant, enfin le premier et l'unique commandant de la division Charlemagne. Alors, le 9 mars 1945, quand le sabre du samouraï s'abat sur l'Indochine, assez peu de gens ont respecté ce verset de Saint Matthieu. Restez donc éveillés parce que vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. Et les armées vont être surprises. Ces armées qui, à cette époque, sont d'à peu près 70 000 hommes. 70 000 hommes, 15 000 Européens et 55 000 autochtones. Alors vous verrez, à chaque fois, je vais vous donner une foultitude de chiffres. C'est intéressant parce que les chiffres, ça nous donne une vision claire. Et on distingue toujours les Européens des autochtones. Donc 70 000 hommes pour les armées de terre, de l'air et la marine. Il faut ajouter à ces 70 000 hommes les 27 500 hommes de la garde indigène, garde indochinoise, ancienne garde indigène, comme vous l'a signalé M. Batman, 652 Européens et 26 000 autochtones. L'ensemble de ces troupes est sous les ordres du général commandant supérieur des troupes de l'Indochine, le général Aimé. Alors c'est un officier général qui a 56 ans, qui est un brillant officier. C'est un Saint-Cyrien qui est de la même promotion que le général Delatte de Tassigny. Ils ont commandé tous les deux une division en 1940, presque côte à côte. Delatte commandait la 14e et lui commandait la 10e DI. Il ne peut pas être surpris parce que c'est un connaisseur de l'Indochine. Il en est à son 3e séjour. Il a fait un premier séjour dans les années 20 au 5e territoire militaire, c'est-à-dire sur la frontière de Chine. Il a fait un second séjour comme commandant du 1er régiment de tirailleurs tonkinois. Et là, il revient donc pour prendre la division du Tonkin. Autre fait intéressant, et ça on en parlera tout à l'heure, ce n'est pas un arrivé de 1936 ou 1937. Il va arriver en 1941 avec parmi les derniers convois qui vont rejoindre l'Indochine. Et il a donc la mission de défendre un territoire qui fait 740 000 km². Je vous rappelle que la France en fait 632 000, et c'est donc un territoire qui est plus grand que la France. Alors ces forces, ces 70 000 hommes, sont essentiellement concentrés en 3 entités, une au nord, c'est la plus importante, une au sud autour de Saïgon, et puis quelques éléments en Centre-Annam, du côté du Hue et Touran. Et on voit que le Laos et le Cambodge, en réalité, disposent d'assez peu de troupes. 37 000 hommes sont au Tonkin, 15 000 sont en Cochinchine et environ 10 000 sont au Laos. Petite précision au niveau des chiffres. Donc c'est environ 12 000 Européens se divisent en 1 200 officiers, 3 200 sous-officiers et 7 500 hommes de troupes. Si on fait un calcul, et comme on a des chiffres assez précis, on peut le faire, si on enlève les gens qui servent dans les états-majors et qui servent dans les services,
on se retrouve avec environ 800 officiers et 2000 sous-officiers pour les corps de troupes, ce qui nous donne un taux d'encadrement qui est à peu près de 9%. Or, on estime que dans une unité combattante, le taux d'encadrement doit avoisiner les 15%. Donc, il y a peu de monde et l'encadrement n'est pas très important. Alors, comment sont organisés ces 70 000 hommes? Donc, ils sont regroupés dans deux divisions. La division du Tonkin, qui est au nord, évidemment, la division de Cochinchine-Cambodge, qui est au sud, et la brigade Annam-Laos. Alors, ces unités pour l'armée de terre représentent 13 régiments, 11 régiments d'infanterie et 2 régiments d'artillerie, et un bataillon forme-corps. Alors, ces 13 régiments sont articulés en plusieurs catégories. Vous avez les régiments dits de souveraineté. Alors, les régiments de souveraineté sont le 9e, 10e et 11e régiment d'infanterie coloniale et le 5e régiment étranger d'infanterie, le régiment de la Légion, qui a été formé en 1931. La Légion détache des combattants en Indochine depuis le début de la conquête, mais ce sont des bataillons autonomes. En 1931, je pense que c'est le général Rollet qui décide de les regrouper et on forme un régiment qui prendra l'appellation de 5e régiment étranger d'infanterie. On y ajoute dans ces régiments de souveraineté souvent le 4e et le 5e régiment d'artillerie coloniale, qui sont les 2 régiments d'artillerie de l'Indochine. Alors, qu'est-ce que c'est que ces régiments de souveraineté? Ce sont des régiments dits européens ou régiments entièrement blancs. Ça veut dire qu'on prend dans ces régiments tous les gens ressortissants des colonies de la France métropolitaine et des colonies, sauf les Indochinois, théoriquement. Donc on prend des Martiniquais, enfin des métropolitains, des Martiniquais, des Pondichériens, des ressortissants des 4 communes du Sénégal, mais théoriquement, au moins au départ, pas d'Indochinois. Pourquoi? Parce qu'il faut bien le dire, si vous voulez, je pense qu'il y a une très belle entente dans les échelons les plus bas, dans les sections, dans les compagnies, etc. Mais au niveau des états-majors, la confiance ne règne pas. Et ça, pour vous donner un exemple, ce n'est pas caractéristique des colonies françaises. Vous le retrouvez partout. On parle souvent de l'armée des Indes, et on oublie souvent de citer que l'armée des Indes, en réalité, elle est composée de 2 entités chez les Britanniques. L'armée indienne, qui est un système qui est différent du nôtre, c'est-à-dire qu'une multitude de bataillons où la présence des Britanniques est très très faible, à peine 10%, et l'armée britannique aux Indes. On s'ingénie toujours à ce qu'il y ait une quantité équivalente de bataillons entièrement européens. Ce sont des bataillons qui viennent d'Angleterre pour 5 ans avec armes, bagages et famille. Voilà. Donc on a ces régiments de souveraineté. Voilà par exemple une photo du 9e régiment d'infanterie coloniale qui doit être prise vers les années 37-38. Ils sont en campagne. Donc, on voit qu'effectivement, il est composé en grande partie que par du personnel venant de métropole. Alors, à côté de ces régiments de souveraineté, on a des régiments mixtes. On en a 2. On a le 16e et le 19e régiment mixte d'infanterie coloniale. Ces régiments sont à 3 bataillons et dans chaque bataillon, vous avez 3 compagnies. Vous avez une compagnie européenne et 2 compagnies autochtones. Voilà, donc on les appelle régiments mixtes. Et puis, vous avez les régiments indochinois. Alors là, vous avez le drapeau du 5e régiment étranger. Je pense que c'est pris à Tong. L'artillerie coloniale, avec le canon de 75, il y a une centaine de canons de 75 en Indochine qui est très bien adapté. C'est une photo qui doit être prise à Hanoï à la fin des années 20, parce que les hommes portent encore le casque modèle 1886, qui sera remplacé à partir de 31 par un casque d'un autre modèle. Et vous voyez donc que c'est mixte, puisque là, les servants de pièces, vous avez donc 4 Européens et 3 Indochinois.
Alors, les régiments indochinois, vous avez 5 formations indigènes. Vous avez 3 régiments de tirailleurs tonkinois, 1er, 3e et 4e RTT. Vous avez un régiment de tirailleurs adamites, le RTA, qui se trouve à Saïgon, et qui est le plus vieux régiment indigène de toute l'Indochine. Il a été formé vraiment au tout début de la conquête. Et vous avez un régiment de tirailleurs cambodgiens qui se trouve à Phnom Penh. On le complète par le bataillon de tirailleurs montagnards du Sud Annam, et vous l'avez vu sur le plan, qui est une formation qui se trouve en Annam. Voilà. Alors, pour vous donner un exemple, le premier régiment de tirailleurs tonkinois du colonel François, à la veille du 9 mars 1945, il va aligner 5947 hommes. C'est un régiment gigantesque qui est incommandable. Incommandable pourquoi ? Parce que ces bataillons sont dispersés dans toute l'Indochine. Il a un bataillon qui se trouve à Hanoï, donc la capitale. Il a un bataillon qui se trouve à Tong. Il a un bataillon qui se trouve à Vientiane, au Laos. Il a un bataillon qui se trouve aussi à Phong Sali. Voilà. Donc il y a des élongations fantastiques, et je me pose la question de savoir comment pouvait faire le chef de corps pour commander un régiment aussi dispersé. Il a 106 officiers européens et 4 indochinois. 509 sous-officiers, dont 253 indochinois. Alors, on en parlera un peu tout à l'heure. On commence peut-être, comme l'a dit M. Batman, peut-être grâce un peu à l'amiral Decoux, bien que c'est commencé avant, on commence à former des cadres indochinois, mais pas assez, puisque vous avez vu, au premier régiment de tirailleurs tonkinois, il y a 4 officiers. Globalement, pour toute l'Indochine, il doit y avoir une trentaine d'officiers, mais pas plus, ce qui est quand même assez peu. Autre exemple, donc les compagnies des régiments indigènes sont environ 90% d'autochtones. À titre d'exemple, la 3e compagnie du 1er bataillon du 3e tirailleur tonkinois en mars 1945 comprend 151 hommes, 2 officiers européens, 10 sous-officiers, 4 européens et 6 indigènes, 2 caporaux-chefs et 137 tirailleurs, tous indochinois. Donc on en revient à ce que l'on disait tout à l'heure, on s'aperçoit que le taux d'encadrement est de 8%, ce qui est trop peu, puisqu'on l'estime nécessaire d'avoisiner les 15%. Alors aucun de ces régiments n'est motorisé, et l'arme blindée est quasiment inexistante. On a quand même formé 5 détachements motorisés, 3 au Tonkin, 1 en Annam et 1 en Cochinchine, selon la répartition habituelle. Ces détachements motorisés sont des unités de circonstance qui ont en gros la valeur d'une compagnie, qui sont équipés de chars Renault FT-17, qui sont quand même largement démodés, ou d'automitrailleuses White de cavalerie, modèle 1918, que vous voyez sur cette diapositive, quelques chenillettes 1931, des sidecars et des motocyclistes. Donc cette photo est intéressante parce que il y a c'est le détachement motorisé de Hanoï, le DMH. On y voit évidemment à droite, tous ces gens appartiennent à la coloniale. Et il y a un officier de cavalerie en képi bleu. Mon Dieu, c'est un conseiller technique, sûrement qui doit être en assistance auprès de la colo. Parce que l'Indochine est le domaine réservé des troupes coloniales et de la Légion étrangère. Toutes les unités, donc 90%, appartiennent aux troupes coloniales, sauf le 5e RUI qui est à la Légion. Alors pour compléter ces troupes, on les cite assez peu, il existe la garde indochinoise, anciennement garde indigène, qui a été créée en 1888 et qui est une force de police à mi-chemin entre l'armée et la gendarmerie. On pourrait peut-être un peu l'assimiler à la gendarmerie mobile. Elle participe activement aux missions de lutte contre la piraterie et les bandes de trafiquants d'opium. Il y a un corps pour chaque pays. Et ces gens-là ont la même tenue et le même équipement que les tirailleurs tonkinois, sauf que leurs attributs sont bleus, et c'est pour ça qu'on a surnommé le corps bleu. Donc ils sont organisés en brigades, vous voyez la connotation avec la gendarmerie.
C'est des brigades de 125 gardes au chef-lieu de la résidence, puisque l'Indochine est divisée en territoires. Les territoires sont divisés en provinces. Et après, vous avez l'équivalent d'arrondissements et des communes. Donc vous avez des brigades de 125 gardes à la résidence, 50 dans les fous, c'est-à-dire les préfectures, et 25 dans les huyennes, qui sont les arrondissements. Les Européens sont appelés inspecteurs, c'est un système de grades assez compliqué, inspecteurs, sous-inspecteurs et gardes principaux. Ils sont recrutés sur concours, un concours qui est assez difficile, où notamment il est nécessaire de détenir un brevet de langue indigène. Voilà. Donc c'est un corps qui est assez peu souvent cité, mais qui a excessivement participé à toutes les opérations en Indochine. Ils ont laissé sur le terrain 205 fonctionnaires en 42 ans, entre 1888 et 1930. Notons au passage qu'il y a toujours un vieil antagonisme entre les militaires et la garde indochinoise. Pourtant, les cadres de la garde indochinoise sont en grande partie recrutés parmi les anciens militaires. Alors, ceux qui se trouvent bien en Indochine, c'est quelque chose de fantastique, parce qu'ils font leur séjour de 3 ans. À la fin de leur séjour, ils passent le concours de la garde indochinoise, puis garde indigène, et ils vont pouvoir faire carrière et rester 20 ans, 30 ans sur le terrain. Les forces navales d'Extrême-Orient. 3500 hommes, c'est peu. 1600 Européens et 1900 Indochinois. Elle aura son apogée en 1939, mais hélas, avec la déclaration de guerre, on va lui retirer un croiseur et deux avisos coloniaux et tous ses sous-marins. Il y a 3 ou 4 sous-marins en Indochine, tout le monde va partir. Ça ne va pas l'empêcher de remporter la très belle victoire de Ko Chang contre la Thaïlande en 1941. Après cette partie, sa mission essentielle va être l'escorte des convois, à la fois vers la métropole jusqu'en 1941 et entre le Tonkin et la Cochinchine. C'est-à-dire que les convois montent du riz de Cochinchine vers le Tonkin qui en a extrêmement besoin, et les cargos redescendent du charbon. Alors, la marine, dont le rôle est assez peu connu, va chèrement payer ces quelques années. Elle va prendre, notamment sous sa coupe, la marine marchande, qui comprend 5 paquebots, 4 cargos mixtes et 18 caboteurs. Et à peine l'a-t-elle fait que les Japonais en réquisitionnent les 2 tiers. Il va rester à destination de la marine un paquebot et 15 caboteurs. Les navires réquisitionnés par les Japonais auront tous disparu en 1945. Ils ont été coulés soit par l'US Air Force, soit par des mines. Et ceux qui restaient avec la marine nationale, il n'en restera plus que 2. Donc, à la veille du coup de force, elle arme une quinzaine de bâtiments. Entre guillemets, un croiseur, bien qu'il ait été coulé peu de temps avant le 9 mars par l'US Air Force, 2 avisos et 5 canonnières. Et puis une multitude de petits bâtiments, voilà, un aviso colonial. L'amiral qui commande les forces navales d'Extrême-Orient a sous sa coupe les troupes françaises en Chine. On les oublie souvent, parce que non seulement il y a des forces françaises en Indochine, mais il y a des troupes françaises en Chine. Il y aura à un moment jusqu'à 6 bataillons qui sont soit dans le nord du côté de Tientsin, soit plus au sud à Shanghai. Au début de la guerre, pour cause de guerre, on va rapatrier une partie des troupes de Chine vers l'Indochine. C'est notamment, vous l'avez vu, le 16e régiment mixte d'infanterie coloniale, qui était en garnison en Chine depuis 1902 et qui va redescendre. Une photo, voilà. Une photo de la très belle revue L'Encre de Chine, qui est la revue des troupes de Chine, avec notamment l'emplacement des concessions. Alors, ces troupes de Chine, à la veille du 9 mars 1945, il va rester 2 bataillons. Le bataillon mixte d'infanterie coloniale de Chine du Nord, qui est à Tientsin, que vous voyez là sur la carte, et le bataillon mixte d'infanterie coloniale de Chine qui est à Shanghai, ainsi que la compagnie de chars. Mais la compagnie de chars, ce sont des FT-17 qu'on n'a même pas pensé à rapatrier. Donc ces unités, leur situation est pire que celle des troupes de l'Indochine, puisqu'ils eux sont complètement coupés. Et en 1943, le gouvernement de Vichy juge qu'il n'a plus la main
et il rend les concessions à l'autorité chinoise. Donc les troupes elles sont complètement perdues, complètement isolées, et elles vont être capturées par les Japonais le 9 mars 1945, qui évidemment ne va pas les oublier. Voilà une photo des troupes françaises en Chine. Alors, caractéristique, ils portent le béret. Ils portent un béret qui est un peu celui des chasseurs alpins. L'aviation, n'oublions pas l'aviation, 2500 hommes, 500 Européens et 2000 Indochinois. Elle a un potentiel d'une centaine d'appareils, 98 exactement, qui sont répartis en 4 groupes de 2 escadrilles. Elle va s'amenuiser au fil du temps parce qu'elle n'a plus de pièces. Elle n'a plus de pièces pour réparer ses avions. Donc, à la veille du 9 mars 1945, il reste même pas la moitié du potentiel. À noter qu'il n'y avait pas d'aviation de chasse à la mobilisation, et on a confisqué 17 Morane 406 qui avaient été achetés par la Chine et qui se trouvaient à Haiphong. Donc on a dit, écoutez, on les réquisitionne, ça nous fera une aviation de chasse dont on a quand même clairement besoin en Indochine, mais on a oublié de récupérer les canons de 20 mm qui armaient l'axe central des 406, et les canons de 20 mm sont partis en Chine. Donc nos 17 Morane 406, ils n'ont pas de canon. Donc ce qui diminue quand même fortement leur efficacité. Et puis de toute façon, il n'y a pas de pièces. Il n'y a pas de pièces pour les réparer. Donc en 1945, il reste 2 escadrilles d'observation de 23 hypothèses TOE, une escadrille de transport et une escadrille d'hydravion. Et les Japonais ont la main mise sur la plupart des terrains. Il ne reste que 2 terrains, à Tong et à Bach Mai, à disposition des forces françaises. Alors, les personnels de l'armée de l'air ne vont pas rester l'arme au pied. Ils n'ont plus d'avion, mais c'est des soldats. Ils vont former 6 détachements mobiles, dont on parlera peut-être dans l'épopée de la colonne Alessandrie. Ces détachements mobiles vont bien se battre. Ils auront l'équivalent d'à peu près une compagnie. Alors, très rapidement, pour rester dans les temps, quels sont les militaires, le statut des militaires? Les Européens proviennent en majeure partie de l'armée d'active. Il y a quand même quelques appelés, des enfants de colons ou de militaires en séjour qui font leur service militaire sur place. Et ils viennent pour un séjour de 3 ans. Ils arrivent par bateau en famille, très important, les familles, avec une traversée d'environ 1 mois. Le séjour colonial en Indochine, c'est un peu un séjour récompense, si vous voulez. Il est très prisé, dans ce qu'on appelle la perle de l'empire colonial français. L'Indochine exerce la fascination la plus absolue, je cite, et l'enthousiasme le plus débordant. Elle est considérée comme un univers magique et enchanteur. Les indigènes sont recrutés par un décret de mars 1933, et leur recrutement s'opère par voie d'appel ou d'engagement. Alors, on prend vraiment beaucoup de précautions. Il y a 4 étapes pour les appels qui ont lieu tous les ans, et on appelle sous les drapeaux environ 10 ou 12 000 personnes qui viennent compléter les engagés. Priorité donc aux engagés, et au fur et à mesure, on va faire des appels. Et le décret dit, sur proposition du général commandant supérieur, le gouverneur général fixe chaque année le commandant appelé. En tenant compte des conditions politiques, économiques, sociales ou sanitaires des divers pays de l'Indochine, il fixe par arrêté les régions où le recrutement sera effectué, ainsi que celles où seront seulement acceptés les engagements. Voilà, donc vous voyez, on prend énormément de précautions pour ne pas bousculer localement. La durée des engagements pour les autochtones est de 4 ans. Elle peut être exceptionnellement de 5 ou 6 ans. Et les rengagements sont de 3, 4 ou 5 ans, et les indigènes peuvent faire 15 ans de service. Sauf s'ils sont gradés adjudant ou adjudant-chef, ils peuvent aller un peu plus loin. Bon, l'entraînement collectif et individuel est bon. Le commandement a fait de gros efforts, et il a même créé 2 écoles militaires pour former des officiers, une à Tong et une école d'état-major à Hue. Voilà. L'Indochine est un théâtre non prioritaire concernant l'équipement, dont les forces sont plutôt tournées vers la lutte contre les rébellions internes que les agressions extérieures.
Donc le matériel blindé est inexistant, nous l'avons vu. Les moyens de transmission sont très très faibles. Il existe ce qu'on appelle des transmissions d'infrastructure, c'est-à-dire qu'on communique très bien entre Vientiane et Hanoï, mais dès qu'un bataillon quitte les gros centres, il n'y a plus rien, il n'y a plus de moyens de communication, on ne peut pas le joindre. Et les munitions, très importants, viennent de métropole. Alors, et j'ai presque arrivé dans les temps. Voilà, l'aspect matériel, évidemment, donc, que j'ai résumé, est non négligeable, mais évidemment, il se complète par ce vieil adage de Thucydide: la force de la cité ne réside ni dans ses remparts, ni dans ses vaisseaux, mais dans le caractère de ses citoyens. Donc, on va avoir une armée qui a beaucoup de caractère, elle va le prouver, mais qui est quand même fatiguée, puisque je vous l'ai dit, le séjour est fixé à 3 ans. Or, les gens qui sont arrivés en 1936 ont été relevés en 1939, mais en 1939, il y a la guerre. Donc, ceux qui sont arrivés en 1937 ne sont pas relevés. On va interrompre on interrompt les relèves. On va les reprendre en 1941, mais avec une fréquence qui est moindre, parce qu'évidemment, il y a beaucoup moins de bateaux. Et puis, à partir de la fin 1941, les Anglais vont bloquer les convois, puis on est obligé de faire le tour. On est obligé de faire le tour par le sud, hein, et on ne peut plus prendre le canal de Suez. Donc l'armée est donc plus de ravitaillement, il y a moins de médicaments, moins de produits, il n'y a plus de courriers. Et puis surtout, alors ça je pense, et puis je conclurai très rapidement là-dessus, je pense que, si vous voulez, dans les hautes sphères, on est au courant de tout ce qui se passe. Évidemment, l'amiral de Coux, les généraux, etc., savent ce qui se passe. Mais après, en dessous, difficile. Et les gens se posent des questions, parce que la colonie est restée fidèle au gouvernement de Vichy, mais à partir de août 1944, il n'y a plus de gouvernement de Vichy. Moi, je pense que les gars en bas de l'échelle se disent: mais on en est où, quoi? Et ça, évidemment, ça doit les travailler. Ils savent qu'ils vont être obligés de se battre. Et en plus, ils ont les familles sur place. Ils ont prévu des zones de desserrement, c'est prévu, tout ça, c'est bien organisé. Mais quand même, les gens se disent: quand on va se barrer, qu'est-ce qui va se passer avec les Japonais? Vous voyez, donc tout ça travaille l'armée, mais n'empêche qu'elle se comportera de façon remarquable le 9 mars. Pour conclure, je citerai cette phrase du colonel Arctique qui commandait les troupes de Chine: coupé de tout, c'est autour de notre drapeau que nous devons nous rassembler. Colonel Arctique commandant les troupes françaises en Chine. Voilà, merci beaucoup. Merci.